En bourse, il est très facile d'investir sur toutes les entreprises au monde, sur tous les pays et tous les secteurs d'activité avec des ETF, mais le problème c'est qu'il existe des milliers d'ETF, donc il peut être très difficile de s'y retrouver. Il y a des ETF qui ne sont même pas éligibles au PEA, d'autres qui affichent beaucoup trop de frais, et il y en a même qui affichent une performance ridicule par rapport à la moyenne des marchés. Donc pour vous aider à faire votre choix, dans cette vidéo je vais vous présenter mon top 7 des ETF les plus qualitatifs du marché en 2026. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous réserve un bonus avec des ETF qui risquent de vous intéresser et dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Pour débuter cette vidéo, je vais m'intéresser à l'indice phare de mon pays, le CAC 40. Alors le CAC 40, il a été créé par Euronext et il regroupe les 40 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse. Donc on y retrouve des entreprises que vous utilisez tous les jours, peut-être même sans le savoir, ainsi que plusieurs secteurs d'activité comme l'industrie avec Air Liquide ou encore Schneider Electric, l'énergie avec Total Energy, le luxe et la beauté avec LVMH ou encore L'Oréal, ainsi que le secteur bancaire avec le Crédit Agricole ou encore la BNP Paribas. Sur les 20 dernières années, la performance annuelle moyenne du CAC 40 est de 6%. Sur le papier, on a l'impression que la performance du CAC 40 elle est ridicule par rapport à celle du S&P 500, mais il ne faut pas oublier que le CAC 40 ne tient pas compte des dividendes réinvestis. Et ça, c'est un élément qui est très important. Pour voir la performance du CAC 40 avec les dividendes réinvestis, il faut s'intéresser au CAC 40 GR. Et là, on voit que la performance historique moyenne, elle est meilleure puisqu'elle est de 7,5%. Pour investir sur le CAC 40, il y a des dizaines de solutions, mais pour cette vidéo, j'ai sélectionné l'ETF Xtrackers ainsi que deux ETF de chez Amundi, parce que l'idée avec cette vidéo, ce n'est pas de vous inciter d'investir sur un ETF en particulier, mais de vous proposer plusieurs solutions. Alors, j'ai volontairement mis deux ETF de chez Amundi, puisqu'il y a une version capitalisante et une version distribuante. Libre à vous de choisir si vous préférez vous diriger vers un ETF capitalisant ou distribuant. Personnellement, j'opte toujours pour un ETF capitalisant parce qu'au moins j'ai rien à faire, mais libre à chacun de faire ce qu'il veut. Concernant les avantages et les inconvénients d'investir dans le CAC 40, ce qui est bien, c'est qu'on investit directement dans l'économie réelle de notre pays et donc dans de très belles entreprises. Le principal inconvénient que je vois investir sur le CAC 40, c'est que même si plusieurs entreprises du CAC 40 font la grande majorité de leur chiffre d'affaires à l'étranger, on reste très exposé à la France et j'avoue que la situation économique et politique du moment ne m'inspire pas confiance du tout. Personnellement, je vis en France, j'investis dans l'immobilier en France et j'entreprends en France. Donc pour être honnête avec vous, je n'ai pas envie de m'exposer encore plus à la France en y investissant tout mon argent. Maintenant, on va passer de la France à l'Europe avec le Stoxx 600 qui est un indice boursier qui reproduit la performance des 600 plus grandes capitalisations boursières européennes. Concrètement, investir sur cet indice permet d'investir sur le Royaume-Uni, la France, la Suisse, l'Allemagne ou encore le Pays-Bas par exemple. Et parmi les plus grandes entreprises, on retrouve ASML, AstraZeneca, Nestlé, Siemens, Schneider Electric ou encore Total Energy. Et étant donné qu'avec le Stoxx 600, on investit qu'à hauteur de 16% sur la France, on pourrait se dire que cet indice, il fait beaucoup mieux que le CAC 40, mais en fait, pas vraiment. Sur les 20 dernières années, la performance annuelle moyenne du Stoxx 600 est de 6,1%, contre 6% pour le CAC 40. Et si on prend en compte les dividendes réinvestis, on est à 7,3% contre 7,5% pour le CAC 40. Comme pour le CAC 40, j'ai sélectionné 3 ETF pour investir sur le Stoxx 600, mais cette fois-ci, pas de jaloux puisqu'il y a un ETF Xtracker, un ETF de chez Amundi et un ETF de chez eShares. Les encours sont de plusieurs milliards d'euros, les frais sont très faibles, sauf pour celui de chez eShares, car ils sont de 0,20%. Et concernant les risques d'investir sur l'Europe, il y en a beaucoup. Dans cette vidéo, vous allez voir que je suis très critique envers la France et l'Europe, mais ne m'en voulez pas. Concrètement, ce que je reproche à l'Europe, c'est la régulation et les règles fiscales qui sont très impactantes pour les entreprises. Par exemple, l'Europe régule beaucoup l'IA, donc tous les entrepreneurs s'en vont aux US ou en Asie, donc on perd tous les talents de demain. Depuis plusieurs années, la tech est au cœur de tous les sujets et l'IA attire des quantités d'argent astronomiques. Et on ne peut même pas en profiter en investissant sur la France ou l'Europe, et je trouve ça vraiment dommage. Et en plus, quand on investit sur l'Europe, on mise forcément sur l'euro, et quand on voit la perte de valeur de l'euro sur les dernières années, honnêtement, ça ne donne pas très envie. Et maintenant que je vous ai parlé d'IA et de tech, on va s'intéresser au Nasdaq 100 qui a été créé en 1985 et qui regroupe les 100 plus grandes entreprises au monde hors finance. Alors forcément, la tech représente plus de 50% de l'indice avec Nvidia, Apple et Microsoft, et les services de communication comme Meta et Google
qui représente environ 15% de l'indice. Et sans surprise pour personne, les États-Unis représentent plus de 95% de l'indice. Et les autres petits pays sont l'Irlande à hauteur de 1,7%, les Pays-Bas à hauteur de 1,3% et le Canada pour 1% seulement. Côté performance, on est sur 19,3% en moyenne sur les 10 dernières années. C'est colossal. Et cette performance, elle s'explique par les entreprises que l'on retrouve au sein de l'indice, parce que ce sont les entreprises les plus capitalisées et les plus croissantes au monde. Concrètement, ce sont des entreprises qui versent peu de dividendes, mais qui investissent massivement dans leur développement pour profiter du boom de la tech ou encore de l'IA par exemple. Pour le Nasdaq 100, j'ai sélectionné 3 ETF avec des frais qui vont de 0,14% à 0,3% et forcément ces 3 ETF ont une politique de distribution qui est orientée sur la distribution des dividendes. Et j'ai ajouté volontairement 2 ETF, celui de eShares et AXA, qui sont cotés en dollars, donc ça peut être intéressant pour certaines personnes de s'y exposer. Alors personnellement, j'adore le Nasdaq parce que j'aime beaucoup la tech et l'IA, mais il faut avouer qu'investir sur ces entreprises comporte également plusieurs risques. Premièrement, on a le risque de volatilité. Parce qu'en période de crise, ce seront les premières entreprises à être touchées, et encore plus si demain il venait à y avoir un bouleversement sur le marché de l'IA par exemple. Le deuxième risque, il est clair, c'est celui de la bulle de l'IA et des fortes valorisations. Je tourne cette vidéo le 20 février 2026, les marchés montent depuis plusieurs mois parce qu'ils sont littéralement dopés par l'IA, donc on n'est pas à l'abri d'avoir un retournement de marché dans les prochains mois. À titre personnel, je suis très exposé à la tech et aux US, mais vous devez bien comprendre que si vous décidez d'investir sur le Nasdaq, votre portefeuille sera beaucoup plus volatile que si vous investissez sur des valeurs défensives, mais c'est le prix à payer pour aller chercher un peu plus de performance. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'indice le plus populaire, ce n'est pas le Nasdaq, mais le S&P 500, qui reproduit la performance des 500 plus grandes entreprises américaines. Alors forcément, les principales positions de l'indice sont Apple, Microsoft et Nvidia, parce que ce sont les plus grandes entreprises au monde. La tech représente 33% de l'indice, mais on retrouve aussi la finance, les services de communication, mais aussi la santé, l'industrie et l'énergie. Et ça, c'est vraiment bien pour diversifier ses investissements. Concrètement, on peut voir que c'est un indice qui est beaucoup plus diversifié que le CAC 40 ou le Nasdaq. Et petite parenthèse, parce qu'à la 10e place du classement, on retrouve Berkshire Hathaway, qui est l'entreprise du célèbre investisseur Warren Buffett. Concernant la performance, elle n'est pas aussi exceptionnelle que le Nasdaq, mais elle explose la France et l'Europe, parce qu'on a une performance annuelle moyenne de 11% sur les 20 dernières années. Et honnêtement, c'est une très belle performance. Si vous avez une performance comme ça sur les 20 prochaines années, vous allez partir à la retraite avec un sacré capital. Pour le S&P 500, j'ai également sélectionné 3 ETF, dont celui de la BNP Paribas, sur lequel vous pouvez investir depuis votre PEA. Les frais sont légèrement plus élevés que pour celui de eShares ou de Vanguard, mais ça reste vraiment très raisonnable pour un ETF. Et pour changer un peu et apporter un peu de variété, l'ETF de Vanguard a une politique orientée sur la distribution. Donc ça signifie que les dividendes vous seront versés et non réinvestis automatiquement dans le cours de l'ETF. Concernant les risques, il faut bien comprendre que la majeure partie de cette performance, elle provient des entreprises technologiques. Donc la moindre baisse sur ces valeurs pourrait impacter fortement le marché, notamment le S&P 500. Alors honnêtement, même si les marchés baisse de 30% demain, je ne serais pas du tout inquiet pour quelqu'un qui a un horizon d'investissement de 5 ou 10 ans. Personnellement, je vous recommande de rester très concentré pendant les baisses parce que c'est un bon moyen de gagner de l'argent en achetant des actions de qualité moins chères. Le point de vigilance que je souhaite mentionner, c'est plutôt la forte dépendance à la tech, mais c'est le prix à payer pour investir sur les moteurs de croissance d'aujourd'hui. Ce que je vous recommande de faire, c'est de diversifier vos investissements en investissant sur d'autres zones géographiques, mais aussi sur d'autres secteurs d'activité pour réduire le risque et limiter la volatilité de votre portefeuille à long terme. Maintenant qu'on a vu la France, l'Europe et les États-Unis, on va se diriger vers les pays émergents qui sont souvent oubliés par les investisseurs, mais qui offrent également de belles performances et qui permettent de diversifier efficacement ces investissements. Donc on va s'intéresser aux Emerging Markets qui représentent 24 pays émergents et 1196 entreprises qui œuvrent dans la tech, la finance, la consommation, l'industrie et l'énergie. La moitié de l'indice est représentée par la Chine et par Taïwan à hauteur de 26,6% et 21%. Et juste après, on retrouve la Corée du Sud, l'Inde ou encore le Brésil. Et sans surprise, l'entreprise qui occupe la première place au sein de l'indice, c'est Taiwan Semiconductor. Et juste après, on retrouve Samsung ou encore Alibaba par exemple. Concernant la performance, on pourrait se dire qu'investir sur des pays moins stables, ça apporte plus de performance, mais ce n'est pas le cas du tout.
Depuis 1992, la performance annuelle moyenne du Emerging Markets est de seulement 6,93%. Et l'indice, il fait clairement moins bien que l'Europe et forcément que le S&P 500. Même si l'écart de performance avec l'Europe est relativement faible, vous devez bien comprendre que sur 20 ans d'investissement, l'écart il est colossal. Alors même chose, j'ai sélectionné 3 ETF et celui de Amundi est éligible au PEA. Ce n'est pas forcément la meilleure solution si on parle de performance pure, mais c'est une bonne alternative pour diversifier efficacement ses investissements. Après, on retrouve l'ETF de eShares qui est coté en dollars et celui de Xtrackers. Les capitalisations sont importantes, les frais sont raisonnables, donc libre à vous de faire votre choix entre ces 3 ETF. Les risques d'investir sur les pays émergents, c'est que le fonctionnement de l'économie il est complètement différent de celui de la France ou encore de l'Europe. Et en plus, on s'expose à des devises qui peuvent être volatiles et parfois peu liquides. D'un point de vue politique, le fonctionnement peut être aussi très différent d'un pays à un autre, donc on a aussi une certaine instabilité politique dont il faut être conscient avant d'investir sur les pays émergents. Maintenant, on va prendre un peu plus de hauteur et on va s'intéresser au niveau mondial avec le MSCI World. C'est un indice qui a été créé en 1969 et on y retrouve plus de 1300 entreprises qui sont réparties dans 23 pays différents. Sans surprise, la tech représente 26% de l'indice, la finance 17% et l'industrie quasiment 12%. Personnellement, j'aime beaucoup les entreprises industrielles, donc je suis très content d'en voir l'équivalent de 12% au sein de cet indice. Au niveau de la diversification géographique, pas de surprise non plus, puisque les US représentent 71% de l'indice, le Japon 5,7% et la France seulement 2,61%. Côté composition, pas de surprise non plus, puisqu'on retrouve quasiment la même chose qu'au sein du Nasdaq et du S&P 500, avec Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon ou encore Google. Et en réalité, on est presque une nouvelle fois sur un ETF 100% américain, parce qu'on voit clairement que ce sont les US et la tech qui sont au cœur du MSCI World. Concernant la performance, on est sur une performance annuelle moyenne de 8,5% sur 40 ans et de 12,1% sur 10 ans. Honnêtement, c'est une très belle performance et c'est beaucoup plus intéressant que le livret A. Pour le MSCI World, j'ai sélectionné 3 ETF, dont un de chez Amundi, avec un prix de part de seulement 5 €, ce qui permet d'y investir très facilement. Puis 2 de chez Amundi avec un ETF capitalisant et un ETF distribuant. Libre à vous de faire votre propre choix. Et concrètement, il y a 3 risques principaux d'investir sur le MSCI World. Le premier, c'est la forte exposition aux États-Unis. Si la tech ou l'économie américaine recule, vous serez directement impacté. Le deuxième risque, c'est surtout une erreur à ne surtout pas faire. Vous ne devez pas investir à la fois sur un ETF S&P 500 et sur un ETF MSCI World en pensant que vous allez diversifier vos investissements alors que pas du tout. Vous allez surtout investir sur les mêmes entreprises, donc avoir beaucoup de doublons. Le troisième risque, c'est de ne pas être exposé aux pays émergents et donc de ne pas pouvoir profiter de ce relais de croissance dans le futur. Et avant de passer à ma sélection d'ETF bonus, on va prendre encore plus de hauteur et on va s'intéresser au MSCI ACWI qui réplique la performance des marchés développés mais aussi des marchés émergents. Donc on y retrouve plus de 2500 entreprises dans 24 pays différents. Concrètement, il est encore plus complet et plus diversifié que le MSCI World, mais les US et la tech représentent toujours une majeure partie de l'indice. Les USA représentent seulement 63% de l'indice, contre 71% pour le MSCI World. Le Japon et le Royaume-Uni complètent le podium avec 5% et 3,3%. Côté entreprise, c'est la même chose que le MSCI World, à la seule différence qu'on retrouve Taiwan Semiconductor à la 9e place, juste devant Tesla. Et à ma grande surprise, l'indice MSCI ACWI fait mieux que le MSCI World en termes de performance avec 8,81% de performance moyenne sur les 37 dernières années. L'écart de performance est relativement faible, mais j'avoue être étonné, donc c'est une belle surprise pour moi. Alors cette fois-ci, petite particularité parce qu'il n'est pas possible d'investir sur cet indice depuis un PEA, mais vous pouvez le faire depuis une assurance vie, un PER ou encore un compte titre si vous le souhaitez. Cette fois-ci, j'ai sélectionné 2 ETF, un premier de chez eShares avec 0,20% de frais, 22,8 milliards d'encours sous gestion et un prix de part de 93 €. Puis un deuxième ETF avec un prix de part plus élevé et moins d'encours sous gestion,
mais avec une politique tarifaire plus avantageuse. Maintenant, on va s'intéresser au bonus que je vous ai promis en début de vidéo, avec 3 ETF que l'on voit très rarement sur le marché. Le premier ETF, c'est l'ETF Water qui est éligible au PEA et qui permet d'investir sur des entreprises qui travaillent dans le secteur de l'eau. Je trouve cette thématique très intéressante et encore plus avec un horizon d'investissement à long terme. Et j'y suis personnellement investi. Le deuxième ETF, c'est celui d'eShares sur l'intelligence artificielle. En 2026, les valorisations des entreprises sont élevées et c'est difficile de savoir sur quelle entreprise il faut miser sur les prochaines années. Donc je trouve qu'investir sur un ETF, c'est vraiment un bon compromis pour miser sur plusieurs entreprises et réduire les risques. Et pour terminer, il y a l'ETF Agribusiness d'eShares qui permet d'investir sur l'agriculture. Je trouve que ce secteur est très oublié par les investisseurs et je le trouve même sous-coté, mais ça, ce n'est pas un conseil en investissement. L'idée en vous présentant ces 3 ETF, c'est surtout de vous montrer qu'il existe de plus petits ETF sur lesquels vous pouvez investir pour ne pas faire comme tout le monde, mais aussi pour vous exposer à des secteurs qui sont souvent oubliés et je trouve ça vraiment dommage. Pour terminer cette vidéo, je vais revenir sur les bases et on va s'intéresser aux enveloppes que l'on peut utiliser pour investir sur des ETF parce qu'il y a plusieurs choix et chaque enveloppe présente ses propres avantages mais aussi ses propres inconvénients. Pour commencer, il y a le compte titre qui permet d'investir sur toutes les classes d'actifs sans aucune limite. Ça comprend toutes les actions monde, tous les ETF mais aussi les matières premières comme l'or et l'argent par exemple. Contrairement au PEA, il n'y a pas de plafond de dépôt sur le compte titre. Donc si vous venez de vendre vos appartements avec lesquels vous faisiez de l'investissement locatif, vous pouvez y déposer tout l'argent sans aucune difficulté. Mais forcément, il y a des contraintes. Et la première, c'est la fiscalité. Si vous investissez depuis un compte titre, à chaque fois que vous vendrez des actions, des matières premières ou des ETF, vous serez soumis à la flat tax, qui vient tout juste d'augmenter d'ailleurs et qui s'élève à 31,4%. Et deuxième point important, à chaque fois que vous recevrez des dividendes sur votre CTO, cela déclenchera un événement fiscal. C'est pour cette raison qu'il est important de faire le bon choix entre les ETF distribuants et les ETF capitalisants. Après, on retrouve l'assurance vie et le PER qui permettent de faire fructifier son capital, de le transmettre ou encore de préparer sa retraite. Il n'y a pas de plafond de dépôt sur l'assurance vie, elle permet même de bénéficier d'un abattement sur la transmission et après 8 ans, on bénéficie d'un avantage fiscal qui est très intéressant. Avant d'ouvrir une assurance vie, je vous recommande de faire attention aux frais que vous allez payer parce que malheureusement, il y a des assureurs qui se gavent et chaque frais payé, c'est de la performance en moins. Concernant le PER, il permet d'optimiser son imposition dans la phase active de sa vie tout en préparant sa retraite. Mais attention, je vous recommande d'ouvrir un PER si et seulement si votre TMI est d'au moins 30%, voire 41%, pour que l'économie d'impôt réalisée soit vraiment significative. Et même chose que l'assurance vie, attention aux frais. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de bien prendre le temps de comparer les offres et les contrats avant de signer quoi que ce soit. Et pour terminer, on se retrouve avec l'une des meilleures enveloppes, le plan épargne en action. La particularité du PEA, c'est qu'il permet d'investir sur des entreprises européennes et sur des ETF, mais il ne permet pas d'investir sur de l'immobilier, des matières premières ou des actions américaines en direct. Concrètement, vous pouvez investir sur les US grâce aux ETF que je vous ai présentés dans cette vidéo, mais si vous souhaitez acheter des actions Apple ou Microsoft en direct, vous ne pourrez pas le faire depuis un PEA. Contrairement au compte titre, avec un PEA, vous n'êtes pas imposé tant que vous ne sortez pas d'argent de l'enveloppe. Vous pouvez acheter et vendre des actions et recevoir des dividendes sans jamais être imposé. L'élément qui déclenche l'imposition, c'est le retrait d'argent, et si vous faites un retrait avant 5 ans, cela entraînera la clôture du PEA et les plus-values seront imposées à la flat tax. Par contre, si votre PEA a plus de 5 ans, alors le retrait n'entraînera pas la clôture du compte et les plus-values seront exonérées de l'impôt sur le revenu. Donc ça permet de réaliser de belles économies à long terme. Le gros inconvénient du PEA, c'est qu'on ne peut pas y déposer plus de 150 000 euros. Donc si vous avez plusieurs centaines de milliers d'euros à investir, vous serez obligé de répartir l'argent sur plusieurs enveloppes. Dans cette vidéo, j'ai essayé de faire un mix entre les ETF éligibles au PEA et les ETF éligibles au compte titre ou encore à l'assurance vie. Donc j'espère sincèrement que vous allez réussir à trouver votre bonheur. Alors, je l'ai précisé dans cette vidéo, mais la différence entre les ETF capitalisants et les ETF distribuants se fait au niveau de la distribution des dividendes. Et c'est un point qu'il faut vraiment comprendre avant de commencer à investir. Un ETF distribuant va nous verser les dividendes qu'il reçoit de la part des entreprises qu'il détient. Donc ça implique d'avoir des impôts à payer sur compte titre, mais aussi de devoir faire une transaction et donc de devoir payer des frais de transaction pour réinvestir les dividendes que l'on reçoit régulièrement. Le problème que vous allez avoir si vous investissez seulement quelques milliers d'euros sur les ETF, c'est que vous allez recevoir seulement quelques centimes ou quelques euros de dividendes,
donc vous ne pourrez pas en faire grand-chose. Un ETF capitalisant, il ne nous verse rien parce qu'il réinvestit automatiquement les dividendes dans le cours de l'ETF. La valeur de la part augmente donc mécaniquement, on profite des intérêts composés et en tant qu'investisseur, on n'a rien à gérer, donc ça permet de gagner du temps et de l'argent. Personnellement, je préfère largement les ETF capitalisants et si vous découvrez les ETF avec cette vidéo, je vous invite vraiment à vous demander si vous allez plutôt opter pour un ETF distribuant ou capitalisant parce que c'est un paramètre qui est vraiment important et dont il faut tenir compte si on investit sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Bon, maintenant que vous avez découvert tous ces ETF, vous vous demandez peut-être quelle stratégie d'investissement vous devez adopter. Comme vous avez pu le voir, les US et la tech sont présents dans beaucoup d'ETF. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas y être trop exposé et surtout à ne pas y investir en deux fois. Donc si vous investissez sur l'ETF MSCI World et l'ETF S&P 500 en même temps, c'est clairement inutile car vous investissez sur les mêmes entreprises. Par contre, vous pouvez très bien faire un mix entre les US, l'Europe et un peu de pays émergents pour diversifier vos investissements sur plusieurs zones géographiques et sur plusieurs secteurs d'activité. Si vous voulez plus de volatilité, vous pouvez investir majoritairement sur les US, mais si vous voulez plus de stabilité, vous pouvez investir majoritairement sur l'Europe. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.